Claire, Merci. vraiment un grand merci parce que là, j'avoue que ta présentation est non seulement extrêmement construite, mais en plus extrêmement opportune au regard de la situation actuelle et mise en perspective par rapport aux questions qui nous animent. Donc, elle est en plus empreinte des deux cultures, c'est-à-dire d'une culture plus de la gauche et d'une culture des items de l'écologie. Et je te le dis comme je le pense, mais le travail que tu as commencé à faire là, d'abord, il est unique, mais je pense qu'il est vraiment extrêmement potentiel et qu'il faut contribuer à l'enrichir et avec grand plaisir pour que nous y contribuions tous ensemble. Voilà. Peut-être juste avant de donner la parole aux uns et aux autres, peut-être que Rémi voulait avoir une réponse ou une question ou démarrer un débat au regard des questions que tu posais, des réponses que Claire a apportées ou d'autres questions qu'elle t'a renvoyées, si tu veux. Sinon, on prend des tours de parole et puis après, tu peux intervenir quand tu veux. Peut-être juste, bon, c'était très très riche ce qui a été développé, ce que Claire a développé. Parce qu'en finalement, on a assez peu parlé de la question démocratique. Parce que donc, que tu as évoqué à travers la question de cette combinaison entre verticalité pas complètement essentiel, c'est-à-dire à la fois comment, et ça je pense que la République c'est aussi la souveraineté, donc aujourd'hui il faut retrouver une forme de souveraineté, mais alors c'est vrai que ce terme de souveraineté, je pense que il est assez répulsif pour pas mal de militants, parce que et le débat autour de la souveraineté il est aussi clivant à gauche, hein, entre finalement les républicains à l'ancienne, très attachés à l'État, à l'intérêt général, dans une vision très moniste, très globale. Et puis, effectivement, des traditions politiques qui vont plutôt valoriser l'auto-organisation, l'autonomie, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, cette question de souveraineté, elle est absolument essentielle, hein, parce que ça a été dit par Claire, la question de reprendre prise, retrouver prise, hein, sur les choses, ça impose bien l'idée d'une souveraineté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ces hybrides-là qu'il faut trouver. C'est une tension entre souveraineté et aussi locale, relocalisation. Et donc la question de la bonne échelle de gouvernement et de puissance publique, quoi. C'est à la fois, et donc ça renvoie aussi à ce que tu as dit, Claire, sur la dialectique verticalité et horizontalité. Moi, je pense qu'il faut, effectivement, il faut les deux. C'est-à-dire que, bon, tu as évoqué Dominique Bourg. J'adore ses travaux. Il montre très, très bien que la question écologique et la question démocratique sont totalement imbriquées, et que il faut expérimenter de nouvelles manières de délibérer, de décider avec plus de profanes, etc. Bon, il y a eu là la convention est une piste, mais alors il faut aller beaucoup plus loin, surtout qu'il y a beaucoup trop d'ambiguïté sur le devenir de ce type de dispositif, et en même temps pas renoncer à la puissance publique aussi. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que parce qu'aujourd'hui, on est obligé de recourir à la puissance publique. Bon, on a la question aussi de la planification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transition écologique sans inscription dans le temps long. Et qui fait cette inscription dans le temps long? C'est aussi la puissance publique. Donc, trouver une puissance publique qui soit à la fois synonyme de reprendre pied, reprendre prise, se redonner des prises, et en même temps sans écraser la société civile. Voilà, donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel. C'est pour ça que, bon, on a parlé de république écologique, mais aussi la problématique démocratique, c'est peut-être aussi ce qui fait le lien entre l'écologie et la République, hein, c'est-à-dire comment, quelles sont les ingénieries pratiques qu'on fait pour que le bien commun il soit aussi approprié par les citoyens. Voilà, enfin, c'était juste ce que je voulais peut-être ajouter. Merci. Alors, nous allons passer un peu au débat. Donc, pour demander la parole, vous cliquez sur réaction, vous levez la main pour qu'on puisse vous la donner et réactiver votre micro. Voilà. Et on peut démarrer évidemment si vous avez déjà des remarques ou des questions.
Peut-être pour poursuivre un peu ce que tu viens de dire, Rémi, et un peu ce que disait Claire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce d'impensé entre souverainisme et internationalisme? C'est-à-dire que la gauche est traditionnellement internationaliste et elle est anti-mondialisation ou d'une certaine forme de mondialisation. Et souvent, le souverainisme apparaît comme un repli, une fermeture au niveau de l'État-nation contre la solidarité internationale. Est-ce que là, il n'y a pas aussi un travail un peu de fond à produire pour montrer que ce n'est pas forcément incohérent? Oui. Ouais. Alors, je veux bien. En fait, je pense que effectivement, c'est cette crainte quand le mot souveraineté ou souverainisme est introduit. L'horizon qu'on craint, c'est le repli sur l'État-nation, c'est le repli sur une identité fermée. Et du coup, c'est l'horizon de la guerre, en fait, qui est craint là-dedans, au final. Et je pense qu'il faut arriver à dépasser ça en arrivant à montrer qu'en fait, il y a des formes de protectionnisme, je ne sais pas s'il faut utiliser ça, mais qui sont solidaires avec le reste du monde, en fait. Qu'aujourd'hui, la manière dont on participe au monde contribue à le détruire. C'est-à-dire que la manière dont on échange, notamment avec les pays du tiers-monde, enfin, pas trop cette appellation, mais voilà, les pays qui sont les perdants de la mondialisation, finalement, elle est très violente. Et que du coup, c'est d'autres modalités de coopération qu'il faut inventer. Et l'AFI, elle avait formulé cette idée de protectionnisme solidaire, effectivement. Et je pense que pour résoudre ça, il faut juste arriver à donner du contenu à ce qu'on veut dire, en fait, par ces nouvelles formes de coopération. Et il faut pointer très clairement les modalités d'échange qui sont destructrices, démontrer qu'elles le sont, démontrer que les traités de libre-échange, c'est plus possible d'en signer, du moins pas de cette manière-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'une autre mondialisation, en fait, qu'il faut arriver à resignifier. Mais je dirais la même chose sur l'Union européenne, en fait. Aujourd'hui, l'Union européenne nous briderait, en fait. Demain, si on est au pouvoir, il y a toute une dimension d'action qu'on voudrait mettre en œuvre, qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre, notamment sur la relocalisation, tout simplement. Et du coup, la question, c'est oui, il faut s'unir absolument, notamment parce que l'impératif climatique est global de toute façon. Donc, même si nous, on bouge, ça. Mais la question, c'est comment on s'unit autrement. Et je pense aussi une réflexion à avoir sur le rôle international de la France. Enfin, il y a un peu, c'est Patrick Vivray qui formule les choses comme ça. C'est se poser la question de quelle France le monde a besoin, en fait. Et je trouve c'est intéressant de formuler les choses comme ça. Et effectivement, en fait, la France, elle a parmi ses atouts un réseau diplomatique extrêmement fort, une reconnaissance dans plein d'instances internationales qui est forte. Ça veut dire que si demain, on a un gouvernement écologiste, notre capacité d'entraînement est formidable, en fait. Donc, je pense que c'est toutes ces questions-là qui se posent un peu. Merci Claire. Yves, il faut que tu mettes ton micro si tu veux être entendu. Pardon, excusez-moi. Donc, il y a deux demandes de parole de Fabienne Lafont et Norbert Paganelli. Et je précise tout de suite, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que évidemment, nous alternerons les prises de parole hommes et femmes ou femmes et hommes, conformément à nos valeurs. Fabienne. Il faut que tu réactives ton micro. Ok, il ne voulait pas. Oui, moi, je pense qu'à part inscrire dans la Constitution la protection de l'environnement, biodiversité, etc., je ne vois pas comment pour une démocratie, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Julia Cagé, surtout le prix de la démocratie, elle donne vraiment des
des solutions simples, réalisables pour avoir une réelle démocratie déjà, mais ce qui implique qu'on ne sera pas forcément dans une république écologiste si la majorité ne le souhaite pas. Donc, c'est déjà un petit souci. Donc, faut des... Et puis, comment articuler notre république qui serait écologiste et démocratique avec les institutions, les structures européennes déjà. Donc ça, c'est un travail qui peut être intéressant, je trouve, à faire. Et puis ensuite, pour ce qui est des décisions de libre-échange, pas libre-échange, c'est une fois que c'est des choix politiques, une fois qu'un gouvernement est inscrit. Donc, je ne sais pas si ça peut rentrer dans la réflexion de la République écologiste. Merci Fabienne. Est-ce que vous pouvez penser à vous présenter avant de parler donc... Excuse-moi, Fabienne Lafont de Génération du Bergeracois et candidate aux élections régionales de Nouvelle-Aquitaine. Merci. Je suggère qu'on prenne 2-3 questions pour qu'il puisse y avoir des réponses plus globales. Ensuite, il y a Norbert Paganelli. Il y a beaucoup d'hommes là d'inscrits, donc voilà, un appel. Vas-y Norbert, tu remets ton micro. Il faut brancher ton micro, Norbert. J'ai compris. OK. Bonjour, Norbert Paganelli, Génération.s, Corsica. Dans un ouvrage déjà ancien, Yvon Bourdet disait que nous vivions la fin des universaux. Il entendait par là la décrépitude de certaines notions qui avaient fondé la politique, la vie publique. Par exemple, l'idée de nation, l'idée de peuple, l'idée de démocratie, etc., etc. Je crois très sincèrement qu'avant de nous pencher sur une éventuelle nouvelle constitution, car on est bien là pour ça aussi, hein, nous voulons une 6e République, donc une constitution idoine, il faudrait peut-être travailler sur de nouveaux universaux. La dimension écologique en est un, incontestablement, puisque le temps d'un monde où on pouvait produire à l'infini est déjà révolu. Mais il y a d'autres universaux à peaufiner. La démocratie aujourd'hui, je crois que Rémi Lefebvre l'a souligné, ne peut plus se concevoir comme elle se concevait au XIXe siècle et au XXe siècle, avec des gens qui sont élus et qui n'ont ensuite plus de compte à rendre à personne pendant un certain temps. C'est plus possible, ce n'est plus possible. Hein. Il faut une démocratie beaucoup plus vivante. De la même manière, peut-on imaginer, peut-on concevoir aujourd'hui au XXIe siècle que si une partie d'un peuple souhaite vivre une aventure séparée, eh bien que cela lui soit refusé par les institutions. Je prends l'exemple de la Catalogne. Alors moi, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais que la Catalogne en Espagne soit indépendante. Je n'en sais rien, je ne suis pas catalan. Mais interdire aux Catalans de se prononcer sur, au motif qu'il y aura un sacrilège, c'est purement et simplement inconcevable. Inconcevable. Il faut donc concevoir un autre contrat social où le droit de séparation est légitime, même s'il n'est pas nécessaire, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples. En tout cas, je reviens sur mon idée, il faut absolument bâtir de nouveaux universaux avant de penser à une nouvelle 6e République, parce que ces universaux fonderont le texte de la Constitution. Merci voilà. Norbert. Alors, on a un peu une contrainte horaire, il y a 4 demandes de prise de parole là. Donc je vais vous demander d'être extrêmement synthétique pour que Rémi et Claire, qui ont des contraintes horaires, puissent répondre très vite. Donc Isabelle, Ghislain, voilà, allez-y. Et puis ensuite, il y aura Annie et Bernard. Je suis désolé, mais oui, on va être obligé de... Isabelle Couradin, donc de Génération Isère. Je travaille actuellement avec le pôle écologiste en région Aura.
Voilà, non, ma question elle va être assez rapide. Donc, on voit actuellement que la France, c'est plutôt vers une fermeture au niveau de tout ce qui concerne l'écologie, notamment par notre président Macron, même s'il y a eu cette convention citoyenne sur le climat dont il est peu entendu finalement. Ma question, c'était plutôt par rapport justement à cet internationalisme. La France fait partie de l'Europe. Merci pour la belle présentation, Claire Lejeune. On voit qu'effectivement, il y a un peu deux vitesses et actuellement, l'écocide serait en train d'être étudié de façon assez sérieuse au niveau de l'Europe. Donc, on voit qu'il peut y avoir des évolutions à ce niveau-là, même si nous, au niveau de la Convention et de notre Constitution, on avance qu'à un cas. Comment cette France qu'on espère dans le monde et qui adviendra peut-être plutôt à partir de 2022, puisqu'on souhaite au niveau en tout cas du pôle écologiste rassembler nos forces entre gauche et écologie, comment on peut faire avancer les choses en se basant sur cette évolution qui se fait actuellement de l'Europe, puisqu'il semblerait que les limites planétaires seraient prises en considération à ce niveau-là, que cette présidence avec le Portugal semble vouloir la prendre en compte. Je suis de très près les travaux notamment de Valérie Cabanès, avec qui j'ai des contacts permanents. On peut quand même avancer dans cette direction et faire Merci. advenir cette future république écologique. Voilà, c'était ma… Merci. Ghislain, puis Annie et Bernard, et très très vite s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Je ne mets pas ma caméra parce que je n'ai pas envie de vous faire peur. Je voulais revenir sur ce que disait… j'avais écouté une intervention de Bruno Latour sur France Inter qui disait qu'en fait, si la société était prête à la transition écologique, l'État, en tout cas, voilà, les structures de l'État n'étaient pas prêtes en fait parce qu'elles sont toujours… il y a une capacité d'inertie et l'État est toujours réfléchi à travers des prismes autour du productivisme, etc. etc. Moi, j'ai vu également une intervention de Joanne Chapoutot qui disait que, en fait, on est arrivé à un moment de l'histoire où, après la Deuxième Guerre mondiale, donc la Deuxième Guerre mondiale qui est quand même la conséquence d'une crise financière qui a débouché sur une crise économique, sur une crise politique, et ensuite sur le fascisme qui s'est installé en Europe, dans les pays les plus durement touchés par cette crise, ces différentes crises. On avait décidé de créer un filet de sécurité en Europe. Ce filet de sécurité, en tout cas en France, c'est la sécurité sociale. Et ce filet de sécurité, il a été créé en dehors de l'État, en fait. Et moi, je pense que, comme pour la sécurité sociale, ces nouveaux communs qu'on doit construire, on doit les construire en dehors de l'État. Et donc, là, pour ces élections régionales, le pôle écologiste a mis en avant une idée qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, voilà, on parle de sécurité sociale, on parle de démocratie sanitaire, donc de souveraineté du peuple sur la santé, et sécurité sociale de l'alimentation, souveraineté du peuple sur la manière de se nourrir, etc., etc. Donc, pour moi, c'est des pistes intéressantes. Et en fait, oui, plus que de république, je ne sais pas si république écologique, ça va avec l'État, transformation de l'État, mais je pense qu'on doit, une solution, ce serait de sortir de ce prisme-là, peut-être, pour aller vers quelque chose de plus démocratique et en dehors du simple de l'État. Voilà. Merci, Ghislain. Annie, puis Bernard, je vous demande vraiment d'être très court. Très court. Moi, je voulais quand même remercier Claire et Rémi pour vos interventions, parce que vraiment, c'est super éclairant. Merci, 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 merci. J'ai bien noté les termes de porter l'exigence d'égalité. Moi, ça me parle vraiment. Et une république orchestre, ça aussi pour l'exigence démocratique. Je vais revenir sur l'écologie des centres-villes versus les ronds-points. Je pense qu'il n'y a pas que les ronds-points à convaincre, mais aussi celle des centres-villes, notamment sur cette exigence d'égalité. Je pense que ça va dans les deux sens. Et moi, je voudrais vous poser une question sur ce constat que tu fais, Rémi, et que tu reprends, mais
sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un constat où on a pas mal de convergence de fond à gauche, mais que dans les faits, en fait, non, on ne converge pas et on ne se rassemble pas. Comment faire pour dépasser ce point mort qui est, à mon avis, mortifère et suicidaire pour la gauche, en vrai, et qui va enterrer ses idées avec ces clivages partisans. Voilà. Merci Annie. Bernard Domenico. Oui, Bernard Domenico, donc je suis génération à Limoges et juriste à l'occasion. Je voulais vous dire que la République, il ne faut pas avoir peur en fait. La première constitution républicaine, c'est 1793 et les textes fondateurs de la République n'ont cessé de s'enrichir au cours de l'histoire. Il ne faut pas oublier que la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est René Cassin qui contribue à écrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui veut dire qu'au plan international, la France a un rôle à jouer. Elle est quand même membre du Conseil de sécurité. Elle a un réseau diplomatique assez fort et je pense que là, nous avons des choses à proposer. Nous avons à jouer un rôle de réseau aussi. Et il est absolument nécessaire au niveau international, au niveau européen, d'engager cette voie. Et il ne faut pas avoir peur de proposer, je pense. Voilà. Pour ce qui est du niveau national, évidemment qu'il y a des enjeux majeurs, que l'union est nécessaire, mais elle est nécessaire sur des choses très claires. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons en termes écologiques et sociaux pour demain? Qu'est-ce que nous proposons à nos concitoyens? Si nous sommes clairs sur ces objectifs, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas union, si ce n'est pour des considérations propres à des ambitions personnelles qui, en général, neutralisent les ambitions collectives. Donc, moi, je pense qu'il y a un créneau, il y a une possibilité. La République écologique et sociale est possible. Ce n'est pas en réformant à la marge la Constitution que cela aura un sens. Il faut bien comprendre que pendant que Macron propose cette réforme de la Constitution, il détricote tous les jours le code de l'environnement, le code de l'urbanisme et les acquis sociaux. Donc, il faut vraiment clarifier les choses pour le public, bien démontrer en quoi ce gouvernement est à la fois liberticide, anti-écologique et antisocial. Voilà. Et si on arrive à proposer, eh bien, je pense que nous pouvons effectivement donner du sens à notre acte politique. Voilà. J'aurais d'autres choses à dire, mais je suis désolé, le temps est compté. Voilà. Merci Bernard. Merci. Donc, peut-être pour répondre rapidement. Rémi d'abord, et puis ensuite Claire, si ça ne t'ennuie pas. Oui, je vais dire quelques mots. Peut-être, je suis désolé, j'ai des contraintes familiales. Là, je dois m'occuper de ma fille. Donc, alors, j'ai pas forcément c'est plutôt des réactions par rapport à ce qui a été dit. Moi, ce qui me frappe quand à vous entendre, c'est que je me dis que effectivement, alors, je ne sais pas s'il faut inventer de nouveaux universaux, comme ça a été dit tout à l'heure, mais ce qui est très clair, c'est que finalement, on a vraiment l'impression que les cadres intellectuels de notre démocratie, notre système politique et économique sont totalement à repenser. En tout cas, c'est très, très clair. C'est-à-dire que finalement, moi, voilà, la question démocratique m'intéresse beaucoup. Bon, il y a Julia Cagé qui a été abordée tout à l'heure. Moi, je suis j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je pense que qu'il faut complètement repenser la question démocratique. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Et puis, alors, voilà, par rapport à la remarque sur cet énorme décalage entre les convergences programmatiques et l'impasse stratégique de la gauche, je vais peut-être terminer là-dessus. Moi, j'étais plutôt contre les primaires ouvertes. J'ai écrit pas mal de choses là-dessus. Je pense que là, aujourd'hui, en fait, et c'est un peu étonnant d'arriver à cette conclusion-là, parce que je suis très critique sur les primaires, c'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourra parvenir à régler cette question du leadership et à débloquer la situation s'il n'y a pas des primaires ouvertes. En fait. Voilà, il n'y a pas d'autres options, en fait. Concrètement, donc ça veut dire très vite organiser des primaires ouvertes,
hein, parce que sinon, on aura plusieurs candidats à l'élection présidentielle et la gauche va être totalement effacée. Je veux dire, aujourd'hui, je ne vois pas d'autres options. Voilà. Donc, par exemple, l'option, j'allais dire, la plus intellectuellement, ça serait la confrontation programmatique, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La France Insoumise aura un candidat, ELV voudra avoir son candidat, ça ne marchera pas. Voilà. Donc il faut que cette question-là soit réglée par le peuple de gauche, avec tous les écueils qu'ont les primaires. Voilà. Je suis désolé, j'arrive à cette conclusion, mais voilà, toute cette réflexion qui est passionnante. Aujourd'hui, il faut aussi être stratège. Aussi, hein. La gauche, c'est aussi prendre le pouvoir. Et là, on en est très, très loin. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation et bon week-end. Un grand merci. Merci beaucoup, Rémi. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Claire, veux-tu dire quelques mots? Claire Lejeune. Oui. Ouais, alors je veux bien rebondir sur 2-3 des éléments qui ont été apportés. Il y avait une interrogation sur en fait le fait que finalement la seule solution pour vraiment forcer les acteurs, les citoyens, etc., à bouger sur la question, ce serait l'inscription au niveau constitutionnel parce que en fait, la démocratie ne produirait pas forcément un consensus autour du fait qu'il faut agir contre le dérèglement climatique, agir pour protéger la biodiversité parce que ça va contre des intérêts économiques, une certaine idée du confort, enfin, tout ça. Je pense que l'inscription dans la Constitution, elle préserve des variations de majorité. Du coup, elle est essentielle pour ça. C'est-à-dire que si on prend le pouvoir, il faut qu'on le fasse parce que en fait, ce sera difficile. Imaginons, on prend déjà, ça va être un peu compliqué, mais et qu'on le repère derrière. Le fait d'avoir ces garanties constitutionnelles permet d'assurer le long terme des bases qu'on aura posées. Mais en fait, je pense, et là, la Convention citoyenne pour le climat en a été l'exemple frappant, c'est que, en fait, si on prend le pouvoir et qu'on arrive à régénérer la démocratie, à revivifier la démocratie, en fait, moi, je fais confiance à la démocratie pour en fait, pas s'inscrire en faux par rapport à l'impératif écologique, en fait. Si cette régénération de la démocratie s'accompagne d'un travail, j'aime pas trop ce mot, mais d'explication de la situation, enfin pas de pédagogie, mais comme ça a été fait avec la Convention citoyenne, vraiment resituer le débat politique dans les enjeux climatiques d'urgence absolue qui sont les nôtres. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à ça, en fait, et que c'est une pente glissante de commencer à se dire qu'en fait, la démocratie serait antagoniste à l'écologie, ça nous mène à des scénarios, bon, c'est la caricature, hein, mais type dictature verte, quoi. Donc, je pense que, ouais, il faut avoir une certaine confiance du processus démocratique. Sur la question des universaux et sur, oui, notamment cette question du droit de séparation. Je pense qu'en fait, l'objectif, moi je suis assez d'accord avec l'idée que si un territoire qui a une culture propre, une langue propre et une envie d'avoir son histoire propre, a envie de se séparer d'une nation, ça s'envisage complètement. Mais je pense que l'enjeu, c'est plutôt d'inventer une république et du coup d'inventer une nation où en fait ces diversités-là peuvent exister sans se sentir opprimées en fait. La raison pour laquelle il y a des volontés de séparation de certains territoires, etc., c'est peut-être aussi qu'elles sentent qu'elles n'ont pas assez de pouvoir à l'échelle locale, qu'elles sont réprimées ou dans leur particularité, dans leur spécificité par le pouvoir central. Je pense que c'est le cas en France pour certaines identités locales. Du coup, l'idée, c'est plutôt d'arriver à trouver une manière de faire coexister tout ça sans des processus potentiellement violents de séparation. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que c'est plutôt ça la piste. Sur le niveau de l'Union européenne et l'Écocide, je pense que
Et là-dessus, ça rejoint des questions de comment arriver à s'entendre entre différentes sensibilités à gauche. Il y a une tension sur quelle est la bonne échelle, avec une certaine gauche qui rejette plus fortement que les écolos l'échelle de l'Union européenne, qui est plus sceptique, disons. Et je pense qu'en fait, il faut être extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a des échelles qui sont plus pertinentes que d'autres pour agir sur certains leviers plutôt que d'autres, et qu'en fait, il faut viser de prendre le pouvoir partout où on peut et mettre en place tout ce qu'on peut partout où on le peut. Et il y a des choses qui vont aller plus vite au niveau européen, il faut prendre, il faut viser, là, les élections régionales, départementales et présidentielles, il faut pas les opposer entre elles, en fait. Mais pour le niveau de l'Union européenne, il y a aussi des choses qui sont bloquantes dans le cadre européen actuel et par rapport auxquelles il faut avoir aussi, il ne faut pas être naïf non plus. Voilà, si demain on est au pouvoir, il y a aussi une certaine forme de rapport de force à avoir au niveau de l'Union européenne pour en transformer le cadre d'action. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui avait évoqué la construction de la sécurité sociale et le fait que du coup, peut-être que ces nouveaux communs, il faut les construire, les protéger en dehors de l'État. Je pense que il faut démarrer. Il ne faut pas attendre en fait d'avoir pris les rênes de l'État pour le faire. Et qu'en fait, c'est comme ça que les avancées, que les progrès sociaux notamment se sont acquis. C'était des luttes, c'était des gens qui ont fait grève, des gens qui s'en sont pris. C'est l'histoire de la construction de la République sociale, c'est des corps qui ont été meurtris. Il y a une chair derrière tout ça, et je pense que nos luttes écologistes, en fait, elles ont une valeur en elles-mêmes, et puis elles doivent viser une transformation institutionnelle aussi. Je pense que là aussi, il ne faut pas opposer les deux. Il ne faut pas s'en tenir à des luttes locales et mouvementistes. Il faut que ces luttes visent à une transformation législative, etc. Donc, construire en dehors de l'État tout en visant de prendre les rênes de l'État. Ça m'irait de le formuler comme ça. Une fois les rênes de l'État pris, je pense que il faut penser une démocratisation assez radicale et une territorialisation assez pleine de l'État. Voilà. Et plutôt oui, peut-être parce qu'on a terminé là-dessus sur les questions stratégiques de comment on fait pour s'unir et gagner. Ça fait des mois qu'on y travaille, qu'on agit dans tous les collectifs possibles. Avec les organisations de jeunesse notamment, on a construit un mouvement qui s'appelle Résilience commune et qui a précisément cette vocation-là. Je ne suis pas d'un optimisme fou aujourd'hui, et j'espère qu'à un moment, il va y avoir un espèce de sursaut de responsabilité. Moi, je pense que plus on est en fait à sortir un peu des sentiers battus, à sortir un peu des couloirs que nos partis respectifs tentent de nous imposer, plus en fait on a de chances d'arriver à construire quelque chose qui a une chance de l'emporter. Et je terminerai en revenant sur ce que Rémi disait sur les primaires. Moi, pareil, en fait, les primaires, j'ai plutôt un scepticisme dessus parce que je trouve que ça avalise certains travers de la Ve République et de l'hyper-présidentialisme dont il faut qu'on arrive à sortir. Mais là, en fait, c'est vrai qu'on a du mal à discerner quelle autre voie pour au moins essayer d'avoir une candidature commune. Et c'est quelque chose sur lequel tous les collectifs qui, en gros, travaillent sur cette question du rassemblement se posent réellement la question d'organiser des primaires citoyennes qui viendraient après les primaires écolos. Et du coup, avec l'idée qu'il y a peu de chances que le pôle écolo abandonne son idée d'avoir des primaires écolos, mais que le candidat ou la candidate des primaires écolos pourrait participer à une primaire plus large. Voilà, ça a plein de travers et ça pose plein de questions, et notamment celle de est-ce que tout l'arc qu'on essaie de rassembler y participerait?
En fait, il se peut très bien que certaines candidatures rejettent le processus et n'y participent pas. Et voilà, donc j'ai que des esquisses de début de réponse un peu incertaines, malheureusement. Mais je pense que plus on est à dire tout ça, à marteler l'urgence, à marteler le fait que 2022 peut pas être, enfin, qu'on n'a pas d'autre choix que de viser de gagner, en fait. Parce qu'on ne peut pas y aller pour faire un tour de piste et montrer enfin, asseoir un nouveau rapport de force à gauche. On ne peut pas être en train de se jauger entre nous, force de gauche et écologistes. Il faut se rappeler de qui sont les réels ennemis, quoi. Voilà, donc j'ai malheureusement pas de solution miraculeuse. Je vous le dirai si j'en trouve une. Merci Claire, mais je crois que s'il y en avait une, elle serait connue et on l'aurait déjà. Claire, Bono, l'autre peut-être? Oui, juste pour répondre à Claire, tu peux peut-être dire en 2 mots à tous les intervenants participants le pôle citoyen que vous avez constitué, auquel tu participes avec Résilience Commune, qui est le rassemblement des rassemblements, des rassemblements des organisations citoyennes. Oui, tout à fait. Alors, depuis à peu près le confinement, il y a beaucoup de collectifs qui se mettent en place et qui, du coup, viennent de différents espaces politiques. C'est ça qui est intéressant. Générationnellement, ce n'est pas la même chose. Résilience Commune, c'est les organes de jeunesse. Il y avait d'autres collectifs qui n'avaient pas ce prisme générationnel-là. Et pendant pas mal de mois, on a cheminé un peu de notre côté, mais en communiquant quand même assez étroitement. Et là, depuis quelques semaines, voire un bon mois, je crois, il y a vraiment un travail constant entre ces différents collectifs qui se fait. Donc, dans le cadre de l'intercoalition, d'ailleurs, les réunions sont samedi matin, donc je viens d'en manquer une. Et on a une feuille de route commune. Et en fait, tout ce petit monde rassemblé, ça commence à représenter du nombre, quoi. L'appel qu'on avait lancé avec 2022 vraiment en commun, il avait réuni 30 000 signataires. Et je pense qu'il y a largement une marge de manœuvre pour aller au-delà si on relance la pétition. Donc, je pense qu'il y a l'important, c'est aussi de faire nombre autour de cette idée de rassemblement. Voilà, ça sera aussi une manière d'imposer un espèce de rapport de force, de faire en sorte que ce ne soit pas exclusivement les partis qui décident du scénario 2022. En fait, je pense qu'il y a ça aussi. Et ça, Julia Cagé exprime très bien le fait que moi, je milite dans un parti et je respecte complètement et je crois très fort que les partis ont encore un intérêt. Mais je vois aussi les limites de ça et le manque de représentativité des partis aujourd'hui et le fait qu'il y a un décrochage en fait entre ce qui se passe en interne des partis et les mouvements sociaux et la société en général. Et du coup, il y a une espèce c'est pas démocratique en fait finalement que ce soit strictement les partis et l'interno-interne des partis qui décident de quel va être le scénario en 2022. Donc je pense que quand on parle de faire tomber les murs, il y a la question de comment on fait tomber les murs entre nos partis respectifs, mais aussi comment on décloisonne par rapport à l'ensemble des mouvements sociaux qui sont en train de réinventer les langages politiques, les imaginaires politiques, les façons de militer aussi. Et je pense qu'il faut absolument qu'on se nourrisse de tout ça, beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement. Voilà. Entièrement d'accord et vraiment merci de l'avoir rappelé rapidement. Tout autant que nous sommes là, je crois, assez convaincus sur justement cette démarche, d'abord pour y participer, ensuite pour essayer de la rendre visible et puis pour y injecter, je dirais, le maximum d'énergie pour essayer de constituer un lobby citoyen. On l'avait déjà porté pour Génération à des échéances électorales. Cette notion du lobby citoyen prend, à mon sens, en ce moment devrait prendre en ce moment toute sa dimension.
Merci beaucoup Claire. Moi, je voulais simplement dire 3 mots pour conclure cette rencontre. D'abord que, vu la richesse de ce premier échange, je pense qu'il est nécessaire vraiment d'en faire d'autres et surtout de l'inscrire dans cette ouverture, dans ce brassage de points de vue, d'origine et, comme tu le disais, d'organisations qui se croisent, qui se frôlent et qui ont beaucoup d'affinités, mais qui parfois, du coup, s'éloignent au moment des échéances, ce qui est là, pour le coup, pour 2022, une vraie difficulté. Je crois que c'est ce que nous entreprenons là est très ancré un peu dans cette tradition, dans cet ADN de génération qui consistait à avoir comme projet initial ce rassemblement, ce brassage des cultures des gauches et des écologies, parce que finalement, il y a autant d'écologie que de gauche quelque part. Et donc, de poser les termes d'une efficacité combinée. Et franchement, ce matin, je crois qu'on la voit bien. C'est un exemple, mais je pense qu'elle est là. Alors, je crois aussi très important de rappeler que ce sujet qu'on a choisi comme, comme un vecteur, comme un véhicule d'une idée, d'un concept, il est aussi très, très innovant parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de recherche sur ce sujet. Il n'y a pas, enfin, je pense que tu le sais mieux que moi, Claire, pour avoir travaillé plus scientifiquement, je dirais, sur la question, mais finalement, on a un champ immense à découvrir. On a des choses à inventer, on a des choses à poser maintenant, parce qu'en fait, on se rend compte que le temps, le moment, est arrivé là. C'est-à-dire la maturité à la fois de l'opinion, bien avant même l'État. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'effectivement l'opinion est en avance, et là on le voit vraiment. Donc ce moment est arrivé d'introduire ce genre de débat dans l'espace public. En tout cas, nous, on va s'en servir comme tel, et puis on va multiplier ces rencontres. On va essayer de les traduire aussi par par des documents écrits. Alors, ce ne sera pas des thèses, hein, mais en tout cas la mémoire de ce que l'on dit là, de ce qui est dit et de ce qui est confronté. Moi, je suis assez fan des propos de Serge Audier sur la question, hein, puisque son ouvrage vient de sortir. Je crois qu'il parle de la refonte conceptuelle et programmatique de la République, dont le temps est arrivé, la nécessité de cette refonte conceptuelle et programmatique. C'est pas une petite affaire, hein. On ne s'attaque pas à une petite transformation. Voilà. On s'attaque vraiment à un sujet, mais en même temps, je pense qu'on peut y mettre un enthousiasme. C'est-à-dire que je crois que ce qu'il y a dans l'opinion publique aussi aujourd'hui, c'est une forme de lassitude. Alors évidemment, Rémi parlait de la social-démocratie en disant que c'était totalement dépassé. N'empêche que quand on a dit ça, on n'a pas fait beaucoup de propositions. Or, je crois qu'à travers ce genre de sujet, on peut lancer ce genre de réflexion et donner envie aux gens de contribuer. C'est-à-dire que, comme on le voit là, chacun a un point de vue, chacun peut apporter, et on s'enrichit tous ensemble. Il s'agit, je crois, en tout cas, Serge Audier, moi je le lis comme ça, son ouvrage, d'une ode à l'invention politique. On a besoin d'invention, on a besoin de respiration, là. On a besoin d'innovation, vraiment. Et je pense qu'à travers ces sujets-là, on peut le faire. Par ailleurs, on l'a dit aussi, mais l'état de fragilité dans lequel sont nos sociétés aujourd'hui, alors complètement mise cul par-dessus tête par la crise sanitaire, mais néanmoins sur une fragilité et sur une instabilité qui était préalable à tout ça, eu égard à toutes les décisions qui sont prises. Et rappelons-nous, juste il y a un an, le nombre de manifestations, de mobilisations, qu'elles soient pour le climat, contre la réforme des retraites ou que sais-je, on est dans une forme d'instabilité qui nécessite, comme tu le disais à l'instant, je crois, de donner envie aussi à celles et ceux qui s'engagent et qui sont mobilisés sur des combats citoyens de revenir en politique. C'est-à-dire de leur dire,
que ce qu'ils font, c'est de la politique, sans le savoir peut-être, mais le leur faire comprendre. Et que notre rôle est aussi justement de s'adresser, et je voulais aussi rebondir sur ce que disait Rémi par rapport au quartier populaire, de s'adresser à tous et à toutes en leur disant, mais oui, vos combats sur, tu parlais d'intersectionnalité par exemple, oui, ce sont des combats politiques, il faut maintenant, dès maintenant, les intégrer dans notre réflexion politique et ouvrir large les portes à toutes ces, comment dire, à toutes ces communautés qui se constituent revendications en positif, en négatif, mais qui aujourd'hui fragmentent le peuple de gauche, alors qu'en fait, ils devraient l'alimenter pour constituer un nouvel idéal. Donc, je crois qu'à travers ce sujet de la République écologique, c'est ça qu'on veut poser dans le débat, pour évidemment poser des nouveaux paradigmes et interroger les urgences du moment. Alors, c'est ce que nous voulons faire à travers ce cycle. Je crois que je veux pas être très longue, mais l'alliance entre la conception républicaine et la conception écologique, telle que tu as commencé à l'aborder, on voit bien qu'il y a des endroits où ça se passe très bien et il y a des endroits où ça frotte. Tu parlais de l'identité locale, par exemple, et puis Norbert de la Corse, évidemment, rebondissait sur cette question. Je te sais vraiment gré d'avoir ouvert quelques pistes et d'avoir d'abord identifié ces points de frottement et ensuite de lancer des pistes pour y remédier. Je crois que nous allons donc proposer dès le mois prochain, mais peut-être même avant, de nouvelles rencontres avec d'autres interlocuteurs ou, et bienvenue si tu veux revenir quand tu veux sur l'avancement de tes travaux, Claire, reprendre les mêmes. Nous avons l'exigence de faire le travail qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire de regarder ce que peut donner ce nouveau paradigme, ce nouveau concept, à l'aune véritablement du croisement des cultures, de cette culture commune. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de refaire une énième reformulation des enjeux ou de la gauche ou de l'écologie et de voir que c'est proche, mais véritablement, comme tu l'as fait là, de voir les innovations que permettent cette confrontation. Voilà. Donc, on parlera de société multiculturelle. Aujourd'hui, comment justement ce sont des impensés. On parlera de la question de la santé et l'environnement, c'est-à-dire comment ces deux sujets aujourd'hui nous amènent effectivement dans une crise inédite. On parlera aussi comment dire, des sujets tabous sur la sécurité, comment on aborde ces questions aujourd'hui à l'aune du croisement entre plusieurs conceptions issues de la gauche et de l'écologie. Pareil pour éventuellement des sujets sur l'éducation, comment aujourd'hui on peut reposer ce genre de thème dans le débat public. Alors, je reprendrai vraiment, et c'est pour ça que nous le faisons, ce que disait Rémi au début, les débats et intellectuels sont nécessaires. Ils ne sont, à mon avis, pas du tout excluants, au contraire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous sommes là à l'oral, nous en ferons aussi des versions plus, on va dire, plus accessibles pour faire partager à tous et à toutes le besoin, l'envie véritablement d'exister, de se reconnaître, de voir qu'on est concerné par ce sujet de la République écologique. Et dans ce sujet, bien évidemment, la diversité, la territorialité, les origines, tout sera mixé pour donner, et c'est le but aussi, une image réelle en fait de la société dans laquelle on est aujourd'hui, et non pas totalement, comment dire, j'arrive pas à la dire, porté par des images anciennes, voilà, pour être simple. Voilà, je voulais vous dire tout ça, voulais vous dire à bientôt pour un nouveau débat. Et puis, n'hésitez pas. Et alors, je remercie bien évidemment tous les militants et les militantes
qui se sont joints à nous ce matin. Je remercie aussi beaucoup celles et ceux qui viennent, on va dire, d'autres champs, parce que j'ai bien identifié qu'il y avait des gens qui nous ont rejoints, qui ne sont pas des militants, en tout cas des partis qui étaient représentés. Donc, je me réjouis qu'on puisse ouvrir véritablement à un certain nombre de curieux et de curieuses qui ont envie de s'investir sur ces questions. Et j'espère qu'on va continuer à brasser large, à rassembler et à diversifier nos publics pour œuvrer à l'unité et à travailler pour que chacun et chacune puisse faciliter, on va dire, l'échéance de 2022 autour d'une possible candidature gagnante, parce que tout ça, c'est fait pour gagner. Voilà, gagner sur les idées et gagner sur les élections. Merci encore une fois à toutes et tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, sur les mails et sur tout ce qui peut nous rassembler. Voilà. À très bientôt. Merci encore à Claire et je vous souhaite une bonne mobilisation aujourd'hui dans les différentes manifestations qui sont prévues partout en France.